syndrome pyramidal, auto-organisation des mouvements, rééducation et auto-rééducation guidée simple et rapide. Lorsqu'un patient présentant un syndrome pyramidal récupère spontanément, quels sont les mouvements qui apparaissent et deviennent possibles? Et dans quel ordre cela va-t-il survenir? Répondre à cette question permet de trouver la progression des exercices de rééducation la plus adaptée aux possibilités de ces patients et la plus facile pour obtenir des progrès rapides. Cela permet de ne pas mettre le patient en situation d'échec en lui proposant des exercices non adaptés au stade auquel il se trouve. Cette rééducation est donc basée sur l'auto-organisation des mouvements dans les syndromes pyramidaux qui récupèrent. Rééducation au stade 1 de Brunstrom. À ce stade, le patient est incapable d'effectuer le moindre mouvement, ni mouvement volontaire et ni mouvement réflexe. C'est la phase flasque. La rééducation est donc passive et douce, ou mieux, autopassive si le patient en est capable. Le but principal étant de conserver les amplitudes des mouvements. À noter que la rééducation passive et dès que possible autopassive doit être poursuivie tout au long des 7 stades de la rééducation pour éviter les rétractions et gagner progressivement en amplitude lorsqu'il existe des rétractions. Exemple de mouvement à effectuer dès le stade 1, l'élévation de l'épaule en position couchée sur le dos. À noter que dans cette position d'élévation, il n'y a aucun risque de luxation de l'épaule, comme le prouvent les radios de patients faites dans cette position. Au contraire, c'est une position hyper stable puisque tous les muscles deviennent coaptateurs. Au niveau de l'épaule, même le faisceau inférieur du grand pectoral, qui est toxique en position le long du corps, les bras le long du corps, change de physiologie et devient coaptateur. Sur ce schéma, on voit la flèche 1 qui symbolise l'action du faisceau inférieur du grand pectoral. Cette action est une action luxante. Il suffit d'un peu de spasticité dans ce muscle pour aggraver la subluxation de l'épaule de l'hémiplégique. Lors de l'élévation du membre supérieur au-delà de 90 degrés, le faisceau inférieur du grand pectoral change de physiologie et devient coaptateur lui aussi, comme tous les muscles de l'épaule. Donc aucun danger de subluxation, position hyper stable. Voir à ce sujet l'article de Roland Sultana intitulé « La surprenante physiopathologie du faisceau inférieur du grand pectoral dans les hémiplégies » qui est disponible gratuitement sur le site internet Kinédoc. Autre exercice à débuter dès le stade 1 et qu'il sera utile de poursuivre pendant toute la progression, l'étirement doux des muscles fléchisseurs du poignet et des doigts, qu'on peut débuter en position couchée ou assise et qui est quand même plus efficace en position quadrupédique, dès que possible. Rééducation au stade 2 de Brunstrom. Il s'agit de patients qui ne peuvent faire aucun mouvement volontaire. Seuls des mouvements réflexes sont possibles à ce stade. Il est possible pour ces patients de déclencher avec diverses manœuvres des mouvements de triple flexion ou de triple extension. Ces mouvements sont encore appelés syncinésie de coordination en flexion ou en extension, ou encore mouvement holocinétique de flexion ou d'extension. Oui, on parle ici d'holocinèse,
ou encore mouvement primitif de flexion ou d'extension. Il y a une bonne douzaine d'autres appellations dont je vous fais grâce, mais qui désignent toujours la même chose. Ce sont des mouvements de triple flexion et de triple extension. Ces mouvements syncinétiques, déclenchés de manière réflexe, se font le plus souvent dans une amplitude incomplète. Alors, le but de la rééducation n'est pas de rester à ce stade 2, mais de passer le plus rapidement possible au stade 3, où ces mouvements syncinétiques de triple flexion et de triple extension peuvent se faire de manière volontaire. Nous allons voir quelques exemples. D'abord, l'exercice le plus utilisé, assis, debout, assis, que l'on commence dès ce stade, voire même avant. Chez ce patient, le membre supérieur et le membre inférieur sain font la plus grande partie du travail, mais l'on espère une participation réflexe à la poussée en extension du membre inférieur encore paralysé. Il y a au moins 3 explications à cette participation. Premièrement, la réaction de support positif, qui est le déclenchement automatique de la triple extension lorsqu'il est nécessaire de pousser sur le sol. Deuxièmement, ce que l'on appelle la syncinésie d'imitation, c'est-à-dire que le membre hémiparétique fait automatiquement le même mouvement que le côté sain. Troisièmement, il y a aussi une irradiation des contractions musculaires vers le côté hémiplégique. Un autre exemple de la rééducation au stade 2, ce patient qui présente une sclérose en plaques. On va voir comment démarrer la triple flexion, alors que ce mouvement est totalement impossible. On va associer 2 facilitations. Premièrement, on place le rachis, et en particulier le rachis lombaire, en flexion, pour pouvoir bénéficier de l'action du réflexe tonique lombaire en flexion, ce qui oblige à placer le pied de l'autre côté sur des coussins. Deuxièmement, on utilise la manœuvre de Foix, Marie et Bechterew qui permet de démarrer la triple flexion. On demande ensuite au patient de prendre le relais par une contraction volontaire. Le patient est tellement content du résultat qu'il serre la main du thérapeute. Il me serre la main. Donc, on repart ici. Allez-y, pliez, 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 pliez. Ça fait pas trop mal? Du tout? Vous le sentez quand même un petit peu? Un petit peu. Je sens comme une petite douleur, mais... À peine, ça dure pas. Non, non. Le grand art, justement, c'est de rester un froid douloureux. Comme quand on pèse, oui, je sens... Voilà. Un tout petit peu. Bon. Alors, vous voyez que là, la spasticité est repartie complètement. Donc, si on veut vraiment inhiber, c'est ici. Et là, c'est cette manœuvre de Foix, Marie et Bechterew. Allez-y, pliez, 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 restez en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut la faire de 2 manières, comme je vous l'ai montré, comme on le fait en cabane, ou bien simplement, comme me l'a montré Miss Lavigne, dans cette position-là. Et ici, allez-y, pliez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien, reposez, relâchez. Au début du stade 3, le patient peut effectuer volontairement uniquement des mouvements de triple flexion et de triple extension. Et encore, cette exécution est partielle. Le plus souvent, seule une partie minime du mouvement est effectuée. Par exemple, on voit sur cette vidéo ce patient qui a une hémiplégie qui peut faire un peu de triple flexion du membre inférieur. Et encore, on voit bien que le mouvement se fait dans une amplitude peu importante. Le fait de placer le membre sur le ballon facilite le mouvement et rend cette contraction
plus visible. Toujours en début de progression, pour renforcer l'extension du membre inférieur hémiplégique, membre inférieur droit ici, on place les deux membres inférieurs de la patiente en appui sur une chaise, les pieds en appui sur une chaise, et on demande de soulever le bassin. À ce moment-là, on a une contraction bilatérale de l'extension des deux membres inférieurs. Chez ce patient qui présente une hémiplégie, on voit un début de triple flexion avec une abduction minime au niveau de l'épaule, mais une bonne flexion du coude et une supination. Ce même patient arrive également à effectuer une triple extension. Mais à ce stade, on insiste surtout sur le travail de la triple flexion en auto-rééducation guidée. En effet, chez ces patients qui présentent une subluxation de la tête humérale, comme on le voit sur la radiographie de cette patiente, le simple fait d'effectuer une triple flexion avec un peu d'abduction, donc avec un travail du deltoïde, permet de recentrer la tête humérale dans la cavité glénoïde. Donc c'est un exercice, lorsqu'il est effectué de manière régulière, qui permet de lutter contre la subluxation et les douleurs qui vont avec. Les mouvements de triple flexion et de triple extension peuvent prendre des formes diverses en fonction de la lésion cérébrale. Ici, chez une patiente qui avait eu un choc anaphylactique à la suite de piqûres d'insectes, elle a une atteinte bilatérale au niveau des membres supérieurs. Alors regardez bien, du côté droit, on voit qu'elle fait une triple flexion avec rotation latérale et supination. Du côté gauche, elle fait une triple extension avec la main en arrière, le coude tendu et la pronation. Chez cet enfant qui présentait des séquelles de traumatisme crânien sous forme d'une hémiplégie, on voit son attitude préférentielle lorsqu'il était couché sur le dos, au niveau du membre inférieur droit. Cette attitude se fait plutôt en rotation médiale. Lorsqu'on lui demande de fléchir son membre inférieur, on voit qu'il développe une syncinésie de triple flexion incomplète. Oui, elle est incomplète car il a du mal à effectuer la flexion dorsale du pied. Ces mouvements sont effectués dans une amplitude incomplète, avec lenteur et avec concentration. Il y a une augmentation de la demande attentionnelle. Le but de la rééducation est donc d'améliorer tous ces paramètres. La quantité de pratique est importante. Elle permet des progrès que l'on peut quantifier pour entretenir la motivation et réaliser une progression. Il est également conseillé de faire des vidéos lors des exercices effectués par le patient. Cela lui permettra de les revoir plus tard et de se rendre compte des progrès qu'il a réalisés. Pour un patient donné, chaque mouvement de triple flexion et de triple extension a ses composantes fortes et ses composantes faibles. Chez ce patient hémiplégique, lors de la triple flexion, la flexion du coude est une composante forte. Par contre, la supination de l'avant-bras est une composante faible. Chez cet autre patient, lors de la triple flexion du membre inférieur, la flexion de hanche est la composante forte. Par contre, la flexion dorsale du pied est une composante faible. En tout début de progression, on développe ce qui est possible, ce qui est présent, en particulier les composantes fortes qui ne sont pas si fortes que cela. En progression, on va chercher à développer les composantes faibles. Ces composantes faibles seront associées au départ avec les composantes fortes. On dit que les composantes fortes sont les muscles gâchettes. Pour faciliter les composantes faibles,
considérés comme les muscles cibles. Dans cet exercice de triple flexion que nous avons déjà vu, on va demander au patient de se concentrer surtout sur l'abduction de l'épaule et la supination, qui sont les composantes faibles. Donc, la flexion du coude, c'est les muscles gâchettes, et l'abduction de l'épaule et la supination sont les muscles cibles. Lors de la triple flexion, si l'on veut renforcer la flexion dorsale du pied, on peut donner une résistance à la flexion de hanche qui va irradier vers la flexion dorsale du pied. C'est ce qu'on appelle la manœuvre de Strumpel. Il est possible, dès le début du stade 3, de diminuer la force d'une composante de la triple flexion ou de la triple extension. C'était le cas pour ce patient hémiplégique que nous avons déjà vu, qui pouvait faire une triple extension et que l'on a entraîné à effectuer une triple extension modifiée. C'est-à-dire une triple extension avec le grand pectoral et le grand dorsal qui se contractent peu. C'est un exercice très important à ce stade, capital. Alors, chaque fois que possible, lors de la descente du bras, on demande au patient de freiner la chute. Au début du stade 3, c'est souvent impossible. Mais dès qu'il y arrive, c'est le début du stade 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. On ralentit la chute, on ralentit la chute. Très bien. C'est au stade 3 que commence à apparaître ce qu'on appelle l'attitude préférentielle du patient ou encore le schème dominant du patient. Par exemple, pour ce patient, l'attitude préférentielle, c'est extension du genou, le pied en équin et la hanche à quelques degrés de flexion. Cette attitude préférentielle est une position de force. Elle peut être utilisée en début de progression pour démarrer la marche. Allez, on avance doucement. Je ne vous aide pas. Posez bien le pied. J'approche. Un peu plus de moi. Un peu plus de moi. C'est ça. Il utilise l'attitude préférentielle pour avancer son membre inférieur et pour s'appuyer. Dans cette position, il a suffisamment de force pour supporter le poids du corps. Ce patient présente une hémiparésie récente au début de sa rééducation à la marche. Il ne faut pas croire que cette manière de marcher adaptée à son handicap actuel va se fixer définitivement dans le cerveau du patient. Elle va se modifier dès que le patient va progresser. La quantité de pratique va améliorer la qualité gestuelle de cette marche par auto-organisation des mouvements. Plus le patient va s'entraîner et plus il va trouver par essai-erreur la démarche la plus stable, la plus économique, avec le moindre coût énergétique, avec une vitesse confortable de marche et la plus automatique, avec une demande attentionnelle la plus faible possible. Si le patient passe au stade 4, puis ensuite au stade 5, et puis pourquoi pas en progression au stade 6, sa déambulation va se modifier par auto-organisation des mouvements. Voir la vidéo intitulée Hémiplégie : rééducation par la marche pour en être convaincu. Si par contre il ne s'entraîne plus, même ce qu'il fait actuellement va se dégrader. Et oui, c'est la quantité de pratique qui est importante. Rééducation au stade 4
et au stade 5 de Brunstrom. Le patient peut maintenant effectuer assez facilement les mouvements de triple flexion et de triple extension. On va chercher à développer progressivement d'autres mouvements qui seront de plus en plus différents de ces deux mouvements syncinétiques et différents également de l'attitude préférentielle. Au membre supérieur, le patient peut par exemple commencer à porter la main derrière le dos, également la main vers l'épaule du côté opposé. L'élévation du membre supérieur à plus de 90 degrés est plus facile en position couchée. On porte la main vers l'épaule du côté opposé. On se met sur le côté. On fait une triple flexion avec une abduction maximale. L'appui de la main au sol facilite l'élévation. Et voilà, on n'a pas eu besoin de l'aide de l'autre main. On tend le coude dans cette position. Et on redescend doucement. Tout ça, c'est le fruit d'un entraînement quotidien en auto-rééducation guidée. Quelques jours plus tard, et avec de l'entraînement régulier, la quantité de pratique, là aussi, joue un rôle très important. Le patient arrive enfin à faire le même exercice sur le dos, un peu avec l'aide de la tête, mais c'est un début, et il va continuer à s'entraîner, et il va y avoir encore des progrès. Au niveau de la main, après des mois, l'extension commence à apparaître dans cette position de supination qui est une facilitation. Le patient est heureux, évidemment. Son programme d'auto-rééducation comporte bien sûr surtout l'extension de la main qui est le plus difficile, mais aussi la flexion grâce à cette prise, grâce à une triple flexion modifiée. On augmente le périmètre de marche en tenant ce sac qui contient une bouteille d'un demi-litre et en progression 2 bouteilles. Et à ce stade, comme à tous les stades, on n'oublie pas les étirements, assouplissements, en particulier chez ce patient, l'ouverture de la main en position quadrupédique. Autre exercice intéressant à travailler à ce stade, au niveau du membre supérieur, l'abduction avec le coude en extension. Donc l'extension du coude avec abduction, c'est un exercice typique de ce stade. Alors on commence en position couchée, où c'est beaucoup plus facile, et comme tous les autres exercices, petit à petit, on va pouvoir se redresser et se mettre en position debout ou assis pour faire pratiquement les mêmes exercices. Mais on peut se redresser progressivement en mettant des coussins ou en étant sur une table de verticalisation. Dès que possible, on va pouvoir effectuer les exercices préconisés par le professeur Graciès dans son contrat d'auto-rééducation guidée dans la parésie spastique. On voit ici l'abduction active de l'épaule en position debout. Cela va permettre d'augmenter le stock de mouvements disponible. Il y a beaucoup d'autres exercices qui sont possibles à ce stade et que l'on peut trouver dans ce contrat d'auto-rééducation guidée dans la parésie spastique du professeur Graciès, comme par exemple ici, l'ouverture complète active de la main. Toujours au stade 4 et 5, dans le but d'augmenter le nombre de gestes à la disposition du patient, on peut aussi utiliser certaines fiches de la fondation de Garches, par exemple cet exercice fonctionnel qui consiste à passer une petite bouteille d'une main dans l'autre. Au membre inférieur, un des premiers exercices possibles pour sortir des mouvements de triple flexion et de triple extension, c'est cet exercice qui consiste à passer
de l'extension abduction à la flexion adduction et inversement, on passe de l'un à l'autre plusieurs fois. Autre exercice qu'on démarre assez rapidement, la recherche de l'abduction. D'abord en flexion, c'est assez facile puisque l'abduction est une composante faible de la triple flexion, donc on essaye de le développer au maximum et puis dès que c'est possible, on met la hanche le plus en extension possible tout en demandant une abduction. Toujours la recherche de l'abduction de hanche avec le genou en extension et la hanche en extension, mais cette fois-ci en position debout, donc beaucoup plus difficile. Chez ce patient qui présente une hémiparésie droite, on a mis les électrodes d'électromyographie sur le moyen fessier et on a enregistré, lorsqu'il écarte son membre inférieur droit, la contraction de ce muscle. À noter que quand on fait écarter le membre sain, on a aussi une activité du moyen fessier comme stabilisation du bassin dans le plan frontal. On va pouvoir également, à ce stade, travailler l'extension de hanche avec la flexion du genou. Au début, dans une amplitude incomplète et dans un temps relativement court. En progression, on va augmenter la durée et on va également augmenter l'amplitude du mouvement. Cet enfant présentait les séquelles d'un traumatisme crânien. On le voit ici plus d'1 an après l'accident initial. Au niveau des membres inférieurs, la motricité est dominée par les mouvements de triple flexion et de triple extension. Mais il commence à faire des gestes légèrement différents de ces deux mouvements syncinétiques. C'est donc le début du stade 4. Regardez bien le membre supérieur droit. Il est à la fin du stade 4 et au début du stade 5 de Brunstrom. Il peut faire de nombreux mouvements, mais dans une amplitude incomplète. Par exemple, il ouvre la main, mais le poignet reste en flexion. Le membre supérieur gauche présente un syndrome cérébelleux. Dans les traumatismes crâniens, il y a des symptômes différents selon les régions du corps et selon évidemment les régions du cerveau qui sont touchées. Chez ce patient, on a donc un syndrome cérébelleux du membre supérieur gauche et un syndrome pyramidal des 3 autres membres. Cependant, l'atteinte des membres inférieurs est un peu plus sévère que l'atteinte du membre supérieur droit. Nous allons voir maintenant un patient au stade 5 de Brunstrom. Voilà. 2 bras en l'air, le plus haut possible, tendu, sur le côté. On ferme la main, on ouvre la main, on met la main comme ça vers le haut, on tend le coude en même temps. Allez, on essaye de tendre le coude des 2 côtés, il y en a un qui a un peu de mal. Hein. Tendez bien, bien droit. C'est le maximum que vous puissiez. Ouais. Et devant, le serrement. Les deux mains. Voilà. Tendez bien les 2 coudes, qu'on voit bien la différence entre les deux. Il y en a un qui reste un peu fléchi. Un peu fléchi. Un peu fléchi. Au stade 6 de Brunstrom, les mouvements peuvent se faire dans toute l'amplitude, mais le patient qui a récupéré conserve une maladresse. La rééducation est alors semblable à celle d'un syndrome cérébelleux.
c'est-à-dire qu'il s'agit d'une rééducation et d'une auto-rééducation essentiellement fonctionnelle, comme l'augmentation du périmètre de marche, l'apprentissage des chutes, l'habillage chronométré et les activités de la vie quotidienne quantifiées, avec des exercices de complément ludiques sportifs, comme par exemple les jeux de ballon, la danse, les exercices inspirés par les arts martiaux, etc. Comme très souvent en rééducation neurologique, il s'agit aussi de lutter contre le déconditionnement à l'effort, et en particulier le déconditionnement à l'effort aérobie. Cette patiente présentait une sclérose en plaques au stade 6, c'est-à-dire que quand on lui faisait un bilan neurologique, on ne trouvait pas grand-chose. Un peu de spasticité sur les muscles extenseurs et en particulier sur le triceps sural, et c'était tout. Mais lors de la marche, très rapidement, la spasticité augmentait et il y avait le pied qui traînait au sol, un équin en quelque sorte, ça gênait la marche et ça diminuait son périmètre de marche. Je lui ai mis des poids-sangles aux chevilles. De cette manière, à chaque phase oscillante de la marche, elle devait recruter la triple flexion pour soulever les pieds du sol. Et ainsi, elle marchait beaucoup mieux et elle a plus que doublé son périmètre de marche en fin de séjour en centre de rééducation. On lui faisait aussi un renforcement de la triple flexion et en particulier de la flexion dorsale du pied pour lutter contre cette spasticité en extension, pour lutter contre ces influx extensogènes, influx en extension. Une autre patiente qui présentait également une sclérose en plaques, elle avait un recurvatum douloureux lors de la marche. Lorsque vous lui faisiez son bilan neurologique, on s'aperçoit qu'elle est au stade 6 de Brunstrom, puisque comme la patiente précédente, elle pouvait faire tous les mouvements possibles. Il y avait un peu de spasticité sur les muscles extenseurs, là aussi, et en particulier sur le triceps sural. J'ai supprimé ces douleurs instantanément en lui faisant porter des chaussures avec un petit talon. Ça suffit pour supprimer le recurvatum et donc pour éliminer les douleurs. Grâce à ces chaussures à talons, plus de douleur, on a pu augmenter le périmètre de marche et elle devait faire tous les jours, pendant des années, 3 km. Elle enregistrait ses performances grâce à son podomètre qu'elle nous montre sur cette photo. C'était l'ordonnance du docteur Philippe Bardot qui lui a dit « Tous les jours, il faut marcher au moins 3 km. » Marcher 3 km avec des chaussures à talons, c'est bien, mais quand on a un peu de spasticité, ça risque d'entraîner un équin. Donc pour éviter ce problème, elle devait faire quotidiennement cette posture que nous voyons, posture anti-équin bien entendu, sans recurvatum, en gardant les genoux légèrement fléchis. Peut-on associer les deux techniques? Le poids-sangle au niveau des chevilles et les chaussures avec un petit talon. Pourquoi pas? Il faut essayer. Peut-on utiliser la stimulation électrique fonctionnelle dans des cas pareils? Pourquoi pas? Là aussi, il faut essayer, mais ça me paraît quand même plus compliqué. Il faut remarquer que chaque technique a des indications différentes. Une chaussure à talons permet d'éviter le recurvatum du genou lors de la phase portante de la marche, alors que la stimulation électrique fonctionnelle et l'utilisation d'un poids-sangle au niveau de la cheville permettent de lutter contre l'équin lors de la phase oscillante de la marche. Alors maintenant, l'évolution inversée dans les pathologies dégénératives. Ces différents stades de la pathologie se retrouvent malheureusement dans les pathologies pyramidales dégénératives. J'ai pu le constater chez des patients présentant des scléroses en plaques progressives. C'était avant l'apparition des traitements actuels qui freinent de manière très efficace cette évolution inversée. À l'époque,
Les patients faisaient un séjour annuel dans le centre de rééducation. Et au bout de quelques années, l'on constatait qu'ils passaient de stade en stade sans jamais sauter d'étape. Quelques patients sont même arrivés jusqu'au stade 1, en particulier au niveau des membres inférieurs, en passant par tous les stades que nous avons décrits précédemment. Ils présentaient alors une paraplégie flasque. Heureusement, actuellement, sous l'influence des nouveaux traitements de fond, une telle évolution devient rarissime dans la sclérose en plaques. Mais il y a, hélas, d'autres pathologies dégénératives qui ne sont pas encore curables et qui présentent une évolution inversée. L'évolution inversée est une preuve supplémentaire de l'auto-organisation de l'évolution naturelle dans les deux sens de la pathologie pyramidale sous forme des 7 stades décrits par Brunstrom. Dans les pathologies lentement dégénératives, il est possible de faire des progrès qui peuvent perdurer pendant des années. Par exemple, chez un patient présentant une pathologie lentement dégénérative qui, lors d'un premier bilan, paraît être au stade 3, peut progresser et acquérir une motricité de stade 4 et en progression de stade 5. Cela nécessite bien entendu de l'entraînement quotidien et de la persévérance dans la rééducation et l'auto-rééducation guidée. Il peut aussi améliorer ses performances fonctionnelles, et en particulier le périmètre de marche, pendant des années si la quantité de pratique est suffisante. Pour essayer de mieux comprendre comment se passent ces progrès incroyables de ces patients qui ont une pathologie dégénérative, on a fait cette modélisation avec mon co-auteur Serge Mesure. Dans ce graphique, on a en abscisse le temps qui passe, les dates, et en ordonnée la quantification des performances du patient, et on voit une courbe de points qui s'abaisse progressivement. C'est le plafond des capacités résiduelles du patient qui diminue lorsque la pathologie s'aggrave lentement avec le temps. Il y a une autre courbe de triangle qui monte progressivement. Ce sont les progrès des performances du patient grâce à l'entraînement pour toutes les activités situées au-dessous du plafond. Pour illustrer ce que nous avons dit, à savoir l'apprentissage de nouvelles habiletés motrices malgré une pathologie dégénérative, nous allons voir le cas de cette patiente qui présentait une maladie dégénérative de Strumpel-Lorrain, avec un syndrome pyramidal des membres inférieurs qui était coté entre le stade 3 et le stade 4 de Brunstrom. C'est-à-dire qu'elle pouvait faire des mouvements de triple flexion et de triple extension dans une amplitude limitée. Les autres mouvements étaient difficiles. Elle ne savait pas nager et désirait apprendre cette nouvelle habileté motrice. Lors de son séjour en centre de rééducation, je lui ai appris à nager sur le dos. C'est la nage la plus facile pour les personnes en situation de handicap. Dans un premier temps, elle nageait avec une bouée autour du cou, ce qui permettait une grande liberté des membres supérieurs, et dans un deuxième temps, sans la bouée. Au début, elle ne bougeait presque pas les membres inférieurs. Progressivement, elle a fait des mouvements de plus en plus amples, et en particulier lorsqu'on lui a mis des palmes qui donnaient plus d'efficacité à ses mouvements et permettaient d'avancer plus vite. Même si elle les utilisait à sa façon, c'est-à-dire avec des mouvements de triple flexion et de triple extension, car elle ne pouvait pas faire autrement. Elle ne pouvait pas nager comme un nageur de compétition, évidemment. Je lui ai également appris à passer de la position verticale à la position horizontale pour pouvoir nager et revenir en position debout en toute sécurité lorsque la nage était terminée. Ces changements de position étaient réalisés dans un premier temps là aussi avec une bouée autour du cou et dans un deuxième temps sans la bouée.
c'est la première fois. Première fois de votre vie? Oui? Donc voilà. Ici, elle nage en direct. C'est pour vous. Elle apprend. Bravo, hein? C'est pas mal. Voilà. Après, c'est plus difficile pour revenir en position debout. Il faut se tenir à l'avant. Voilà. Pencher en avant. Et plier les genoux et pousser avec cette main vers le haut. Voilà. Bravo. On se remet en arrière, un coup. Allez, on refait. En arrière, bien. Alors, pour se remettre en arrière, attends, pardon. Voilà, on revient. Le manteau doit rester au ras de l'eau. Au ras de l'eau. Pendant tout le mouvement. Et là, regardez en arrière. Voilà. Et on flotte tout seul. Vous sentez? Vous flottez tout seul. Et là, avec les mains, comme ça. Voilà. Donc jusqu'à ce qu'on arrive, donc ici ça y est, elle marche toute seule, bougez un peu les pieds, et quand vous arrivez vers une rampe, là aussi il faut lever la tête vers l'avant, mais en gardant le menton en ras de l'eau, et en pliant les genoux. On plie les genoux, on garde le menton en ras de l'eau, on pousse vers le haut avec la main, voilà. Une dernière fois, on tourne en arrière, on regarde bien derrière, on soulève bien les fesses au plafond, on garde le menton au ras de l'eau, c'est bien. Voilà ici, là on peut nager, on se rapproche, voilà la rampe, et on garde le menton au ras de l'eau, on lève la tête, on plie les genoux, voilà, encore. Voilà, impeccable. Bravo. Malgré sa pathologie dégénérative, on voit qu'elle a fait des progrès spectaculaires. Elle nageait toute seule, elle était autonome dans l'eau.